de suite, le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15, avec comme chaque matin, avec vous, autour de la table, Alex Taylor, qui nous parle d'Europe. Good morning, Alex. Oui, la seule chose que je puisse faire ce matin, c'est de bramer en suédois. Mais j'ai très peur que ça fasse on va s'abstenir. Voilà. Axel de Tarlet, qui va nous parler voitures, États-Unis et Europe. Alexandre Cara, qui va nous révéler un nouveau secret politique. Et Anne Le Gall, qui innove. Bienvenue, bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, c'est une petite musique qu'on commence à entendre. Les constructeurs américains s'appuieraient sur le scandale Volkswagen pour essayer de couler notre industrie automobile. Exactement. Alors, sans trahir de secret, hier, il faut savoir qu'un grand patron du CAC 40 en privé nous faisait part de ces interrogations. Les Américains cherchent-ils délibérément à couler notre industrie automobile? Mais Emmanuel Macron, lui, le dit carrément. Il a carrément accusé hier les Américains de vouloir, je cite, affaiblir l'industrie européenne. Attendez, le scandale Volkswagen, c'est pas une vue de l'esprit. Il y a bien eu tricherie avec des logiciels. Alors certes, mais vous noterez qu'immédiatement, on a parlé d'une amende totalement hors sol de 18 milliards de dollars. Pourquoi hors sol? Parce que si on compare avec General Motors, qui de la même façon a caché, a dissimulé des problèmes qu'il savait sur les airbags qui ont fait au passage 124 morts. General Motors a eu une amende de 900 millions, même pas 1 milliard. Là, c'est grave. Il n'y a pas mort d'homme pour Volkswagen. On parle de 18 milliards, comme si on voulait couler la boîte. Et puis, il y a un deuxième point. Vous remarquerez que, c'est ce que dit Emmanuel Macron, cette affaire Volkswagen est devenue une affaire diesel. On parle aux États-Unis du Dieselgate. Comme si on voulait mettre... Or, le diesel, c'est une spécialité européenne. Les Américains ne le maîtrisent pas. Comme si on voulait mettre dans le même sac tous les constructeurs européens, Volkswagen, Mercedes, BMW, qui au passage sont des concurrents très gênants aux États-Unis. Ils ont raflé tout le marché du haut de gamme. Donc vous voyez, avec cette affaire... Parce qu'autant Peugeot, Renault ne sont pas présents là-bas, autant ces marques-là sont présentes sur le marché américain. Exactement. Et Peugeot et Renault, c'est malheureux à dire, mais sont des victimes collatérales de cette affaire, puisqu'ils ne sont pas présents aux États-Unis. Juste, si vous me permettez, 2 chiffres qui illustrent ces dégâts. Depuis que le scandale a éclaté, Volkswagen, moins 37%, Peugeot en France, moins 14%, qui n'est pas présent aux États-Unis. Et si vous regardez General Motors aux États-Unis, l'action n'a pas bougé, elle est même en légère hausse de 0,2%. Voilà ce qui illustre votre propos. Axel, les Américains sont coutumiers du fait, c'est du protectionnisme déguisé. Les amendes, par exemple, qu'ont subi les banques européennes étaient aussi un peu hors sol. Oui, alors... Voilà. Non mais c'est un débat, il y a Toyota aussi qui a de grosses amendes, voilà. Oui. Eux disent on applique des règles, et c'est les mêmes règles pour tout le monde, ils sont aussi sévères avec leurs champions. Voilà, exactement, parce que Lehman Brothers, etc. On tranchera pas ce débat ce matin. Alexandre Cara, puisque vous avez pris la parole, vous la gardez, on va parler des primaires des Républicains. C'est dans un an pile, et ce matin, vous nous révélez que cette primaire, c'est encore une question d'argent, ça va coûter très cher. Ah oui, ça va coûter très très cher, Thomas. La bagatelle de 6 millions d'euros. Alors il faut dire qu'il faut quand même installer 10 000 bureaux de vote dans toute la France, et 10 000 bureaux de vote, c'est 1 500 de plus que lors de la primaire socialiste. Mais 6 millions, ça fait quand même beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui va payer ça? C'est clair, je vois que vous connaissez l'état des finances des Républicains. Alors évidemment, ça ne sera pas le parti qui pourra sortir une telle somme. Donc la solution, c'est de créer un micro-parti qui pourrait s'appeler par exemple Primaire pour l'alternance 2016. C'est ce micro-parti qui devra emprunter l'argent nécessaire des banques et c'est lui aussi qui pourra gérer les bénéfices. Les bénéfices. Vous voulez dire quoi, que cette primaire pourrait rapporter de l'argent aux Républicains? Et oui, et pas un peu, ça pourrait même être une famille politique en or. Je vous explique, chaque électeur devra s'acquitter d'un droit de vote de 2 € en admettant qu'il y ait 2 tours et 3 millions de votants à chaque tour. Total, Axel de Tarlet? J'arrive pas à le faire, oui, mais ça fait beaucoup d'euros. 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, donc bénéfice. C'est pas une calculatrice, Axel de Tarlet non plus. Donc bénéfice net, 6 millions d'euros. Et cet argent, ces 6 millions, alors, qui sont encore hypothétiques, il servirait à quoi? Ce sera une cagnotte pour la primaire suivante? Ah non, pas du tout. Il sera injecté directement dans la campagne présidentielle du candidat vainqueur de la primaire, ce qui permettra peut-être d'éviter certains déboires financiers qu'ont connus les Républicains à l'époque où il s'appelait encore l'UMP. Eh oui, allusion à l'affaire Big Malion, évidemment, Alexandre Cara. Alex Taylor, vous nous emmenez en Suède, parce qu'il paraît qu'il y a trop d'élan en Suède. Vous êtes au courant, effectivement, c'est la plus grande population d'élan du monde. Ils ont 3 fois plus par kilomètre carré que le Canada et 10 fois plus que les Russes. Mais c'est sérieux parce que c'est un vrai conflit entre les chasseurs d'un côté et les agriculteurs et les forestiers de l'autre. Il faut savoir que la chasse est ouverte à partir de la semaine prochaine, mais que pendant 1 mois. Et c'est un véritable rite religieux pour les Suédois. Ils organisent leurs vacances autour.
250 000 Suédois tueront 90 000 élans en quelques semaines. Pour les agriculteurs forestiers, ce n'est pas assez, surtout que les chasseurs visent essentiellement les mâles. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre les élans? Beaucoup de choses. Ils mangent les aliments pour le bétail, par exemple. Ils piétinent la récolte. Ils cassent toutes les barrières, incitant les vaches suédoises à filer à l'anglaise. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, les élans suédois incitent les vaches à filer à l'anglaise. Tout compris. En plus, ils mangent une quantité industrielle d'aiguilles de pin, donc les arbres, exploitation suédoise. Vous voyez le problème. Les agriculteurs ont tout essayé, des épouvantails gonflables, par exemple, mais il paraît que les élans les prenaient comme cible en prenant un malin plaisir de les dégonfler. Donc, c'est un véritable problème d'ordre public. En plus, les élans, on lit ça souvent dans la presse en automne, sont souvent ivres. Et oui, parce qu'ils mangent les pommes fermentées dans le jardin. Les élans donc, dans la presse suédois sont alcooliques. Oui, et il y a souvent des comportements imprévisibles. Je me suis muni de ma loupe. Je suis allé sur le site de l'association suédoise pour la chasse, le Svenska Jägareförbundet. Et ça fait des années que ça dure, cette polémique. Chaque année, voilà, absolument. Chaque année, on espère un nouveau compromis, voire un nouvel élan. Anne Le Gall. Les Suédois ne veulent plus de leurs élans, mais en France, on parle régulièrement de réintroduire l'élan en Normandie, dans les zones marécageuses, puisque ça permet d'entretenir les zones humides, puisque l'élan se nourrit de plantes aquatiques. En plus, Alexandre Cara adore la viande d'élan. J'ai appris en venant dans ce studio, il sera très content. C'est très bon l'élan, j'en ai mangé en Finlande, effectivement. Vous voyez. Vous avez remarqué, Anne Le Gall, un problème, une solution. Allez, on innove tout de suite avec elle. Anne, vous nous faites découvrir ce matin des sensations fortes d'un nouveau genre, vraiment. Oui, avec le pont en verre le plus long du monde qui vient d'être inauguré en Chine, dans le Xinjiuzhai, dans le parc du Xinjiuzhai, c'est dans le sud du pays. On vous a mis sur le fil Twitter un matin des photos des premiers Chinois qui ont pu franchir ce pont. Alors, autant vous dire que certains avançaient à quatre pattes sur le plancher en verre, puisque voilà, ils étaient totalement terrorisés par la peur du vide juste en dessous, parce qu'il faut quand même imaginer que ce pont est suspendu entre deux falaises à 180 mètres de haut, donc on est plus haut que le deuxième étage de la Tour Eiffel, et que la traversée fait 300 mètres, autrement dit 2 terrains de foot et demi. C'est un peu ce qui s'est passé à Londres avec le pont Millennium, où les gens étaient pris de vomissements tellement ça valsait un peu. Ça bouge quand il y a du vent, non ? Les sensations sont terribles. Alors, mais ça sert à quoi de créer des ponts en verre aussi longs ? À rien. Ah d'accord. À rien. En moi qui dis Anne Le Gall, c'est utile, c'est l'innovation, ça va changer notre vie. Ça sert à innover apparemment. À rien d'autre ici qu'à se faire peur, mais dans l'absolu, ça permet aussi de repousser les limites de l'architecture, et donc ça permet d'imaginer nos villes du futur, puisque ce pont en verre le plus long du monde, c'est quand même une prouesse technique. Parce que c'est un verre qui ne casse pas. Voilà, la structure est en acier. Le verre ne mesure que 2,5 cm d'épaisseur. Le pont peut pourtant supporter 800 personnes, parce qu'en fait, c'est un verre 25 fois plus résistant que le verre d'une vitre, et donc l'innovation elle est là, et c'est pas fini, parce que les Chinois sont en train de construire un autre pont en verre, un pont qui lui qui sera 2 fois plus haut, il sera aussi au sommet de la Tour Eiffel, et il fera 4 terrains de foot de longueur. Dis donc, 2,5 cm, c'est quand même tout petit. C'est rien du tout. Ce qui montre que l'innovation se fait en Chine maintenant, parce que nous on a Saint-Gobain, le spécialiste du verre, mais ce sont les Chinois qui arrivent à faire ce pont. Et voilà, il y a une piscine en verre qui est prévue entre 2 immeubles. Eh oui. Voilà, c'est bon, on a fini sur le verre. Ça vous plaît le verre, hein ? Allez, on se retrouve lundi matin pour le kiosque de 7h15 sur Europe 1. Lundi, les amis.